Bonjour à tous, toute l'équipe de la terrasse est ravie de vous proposer ces morceaux choisis, extraits de la toute première émission en live diffusée dans Telegram, sur le canal des Braves, en vous souhaitant une bonne écoute, et nous espérons vous voir lors du prochain épisode. Après, si tu veux, je peux commencer. Je pense que moi, ça sera assez rapide. Ah, rapide. D'accord. Bah écoute, Enfin, oui, avec plaisir. quand je dis que c'est rapide, vu après, on peut vite partir dans des tunnels avec moi. Ça dépendra d'Alphonse. On va maîtriser ça. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je voudrais parler de mon expatriation en Ukraine. Alors, Ouais. il se trouve que j'y étais avec Alphonse White et qu'on s'est vite rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure destination d'expatriation pour plein de raisons. C'est-à-dire que quand même, alors qu'on aurait pu rester en Union européenne les pieds sous la table, il n'y a strictement aucune démarche administrative à faire. On a juste à la limite à signaler à son ambassade et encore, on n'est pas obligé. Et à la place, on est dans un pays où c'est la galère totale, c'est un enfer administratif. Et en plus de ça, on a dû se barrer parce qu'on s'est pris une guerre sur la gueule. Je ne regrette pas, dans le sens où c'était une aventure. Mais là, le sujet, c'est si c'était à refaire, évidemment, je le referais pas, voilà. Pourquoi en fait? Parce qu'au final, si tu fais le bilan de cette expérience, elle est quand même enrichissante. On se dit, si c'était à refaire, franchement, ouais, t'aurais choisi quoi? Un autre pays ou... Oui, je pense que c'est uniquement lié à la guerre? Non, c'est pas que lié à la guerre, il y avait d'autres problèmes. Les loyers étaient assez chers et comme j'avais dit, d'un point de vue administratif, c'était pas le meilleur plan. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai vraiment pas de regrets particuliers dans la vie et que finalement, il y a rien que je regrette et toutes mes expériences, je considère qu'elles ont été enrichissantes. Qu'est-ce que vous regrettez? J'aurais juste rien eu à dire. Mais là, c'est si c'était à refaire et moi, je tenais à parler de cette expérience. En coût d'avocat, ça m'a coûté entre 1000 et 2000 euros pour pouvoir obtenir mon titre de séjour. Pourquoi t'es parti alors? Ah non, mais moi je voulais me barrer de France, ça c'était sûr. Et j'étais en vadrouille en Europe de l'Est. Il se trouve que j'ai suivi Daniel en Ukraine dans le cadre du projet Bâtir un foyer parce que je l'ai filmé. Et parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, je me suis installé là-bas. Ok. Mais je me rappelle très bien que, par exemple, quand j'étais allé chercher mon visa à Cracovie, alors moi je suis quelqu'un qui doute pas mal. Donc quand j'étais à Cracovie, je me suis dit, ah mais cette ville est magnifique. C'est tellement plus simple la vie ici. Qu'est-ce que je suis allé foutre à Kiev? Il se trouve que dernièrement, quand j'étais allé à Varsovie, on n'en a pas parlé pendant la chronique, mais avec Alphonse White, on se dit, ah quand même, Kiev c'était mieux. Donc peut-être que je suis un éternel insatisfait et que finalement, c'est vrai que si c'était à refaire, eh bien, je ferais mieux de refaire la même chose. Ton séjour sur Kiev, ça avait duré combien de temps d'ailleurs? 6 mois. Je suis resté 6 mois à Kiev. J'ai obtenu mon permis de séjour, mon titre de séjour, le 22 février. La guerre, c'était le 24, si je ne me trompe pas. Donc, pas de chance. Okay. Ouais, bah, écoute, effectivement, à ce niveau-là, où il y a peut-être une forme de synchronicité pour dire que c'était peut-être pas le bon endroit pour toi, tu as quand même vécu des expériences qui sont très certainement formatrices. À savoir, oui. Si c'était à refaire, tu aurais choisi peut-être un autre pays alors? Oui, en fait, je vais surtout dire que le conflit, j'ai l'impression qu'il m'a un petit peu plombé moralement, dans le sens où ensuite je suis retourné chez mon père. Et j'ai eu une flemme intersidérale pendant des mois. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de rien faire, j'avais plus envie de bouger. J'utilise un terme de jeu vidéo, mais une forme de cool-down, expatriation. Ouais. Je pouvais pas refaire une expatriation tout de suite, voilà. Ouais, je vois. Mais c'est peut-être plutôt ça. Alors, et si c'était à refaire, je me serais remis en marche directement à mon retour de Kiev, peut-être, non? Non, parce que j'aurais pas pu. Moralement, c'était pas possible. Et de toute façon, je vais le refaire. Là, je suis en train de chercher du travail en Europe de l'Est. On va voir si j'y retourne. Super. Mais merci pour ce partage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose éventuellement par rapport à... Non, mais j'aimerais rajouter, n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je parle, les autres intervenants, ça rendra tout ça plus vivant. T'es un peu le premier, t'es celui qui, t'es l'aventurier de cette rubrique. Voilà, il préfère écouter, voir les erreurs que tu vas faire pour éviter de les reproduire, j'ai l'impression. Je sais qu'Alphonse White est timide devant 40 personnes, il doit beaucoup rougir derrière son écran. Eh mais attends, j'ai pas compris moi ce que Batou regrettait. Il regrettait d'être allé à Kiev? Oui, regretter. A priori, non, c'est pas une question de regret. La guerre, c'est pas une question de regret. Et si c'était à refaire, c'est pas forcément une question de regret. Moi, tout passe par le regret. Je suis une créature de regret. Et voilà, c'est pas forcément tout négatif. C'est juste que, à choisir, il aurait peut-être pris un autre pays pour commencer. Plus léger administrativement, on va dire. Un pays plus léger, ça me semble un terme adéquat. D'accord. Mais
ça reste une expérience. Hein, de toute façon. Ah oui, non, mais je regrette rien. Je répète, je regrette rien. Et j'invite les gens à y aller, tête baissée, à faire des conneries, à faire des erreurs dans leur vie. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un. De toute façon, la meilleure façon d'être à l'abri de l'échec et des erreurs, c'est de rester chez soi à ne rien faire. Ah ouais. Eh ben, merci à toi, Batou. Alors, lequel des autres membres du comptoir souhaite moi, je veux bien, Ambrose. C'est chaud, Alphonse. Chaud. Déjà, si c'était à refaire, j'aurais coupé Batou. Parce qu'il partait un peu loin et puis il vous racontait il vous faisait un comparatif du pouvoir d'achat entre Kiev et... Ouais, et puis le fait que tu l'aies pas coupé, c'est dommage, parce que ça rogne sur ton passage. Ah bah oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alphonse. C'est au tour de Mathieu, il me semble. Vas-y, Alphonse. Oh, très bien. Non, mais après, je vais pas te mentir, c'est compliqué de réfléchir à cette question, parce que putain, il y a tellement de trucs à refaire, en fait. Mais... un des trucs qui m'a le plus ralenti là dans ma vie, c'est le fait d'avoir fait un diplôme en sciences molles, tu vois, par exemple, genre des langues étrangères. En sciences molles? Ouais, sciences molles, l'opposé de sciences dures. Mais décris un peu sciences molles, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, je veux dire, que l'on ne fasse pas l'erreur d'en faire, justement. Bah non, c'est pas d'études de langue. C'est moi qui me suis monté dans la tête ce concept-là quand il y a eu une glorification des sciences dures, le QI, tout ça, machin, la science, l'informatique, etc. Il y a des tas de choses que je comprends, j'ai l'impression quand même beaucoup plus tard que les autres. J'ai dû comprendre qu'il fallait gagner du fric à 23 ans, tu vois. Et ouais. Du coup, avant ça, j'étais en autopilote et je prenais des trucs comme ça. J'ai appris le russe totalement par hasard aussi. Donc oui, en fait, je peux pas vraiment refaire des trucs parce que j'avais pas du tout les infos de l'époque. Est-ce que c'est possible de le refaire Mais non, pas du tout, parce que voilà quoi, ça n'a aucun sens. Déjà, on peut pas remonter dans le temps, donc la question de base est nulle. Mais désolé. Non, mais la question ne te plaît pas parce qu'elle te fait chier à répondre. C'est surtout ça. Elle me renvoie vers le doute, voilà, et vers l'imagination, et voilà, ça me re-questionne toute ma vie. En fait, je suis assez content de mes choix que j'ai fait un peu à l'arrache, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même assez bien. Il n'y a rien, en fait, finalement, que tu aurais fait différemment en se disant, bon, là, j'avais le choix entre deux, j'étais pleinement conscient et j'ai choisi ça, mais peut-être que finalement, j'aurais dû choisir l'autre option. Ouais. Je pense que j'ai jamais été pleinement conscient, contrairement à toi, Ambrose. Non, toujours dans la précipitation. Je suis une personne qui s'est réveillée un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. C'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Ok, Alphonse, je passe la main à quelqu'un d'autre. Tu passes la main, mais bon, qui a des idées mieux formées. Il n'y a pas tant de regrets que ça. Il n'y a pas tant de. Oh, tu le connais mal. Ils sont atténués. Disons qu'ils sont atténués par la conscience qu'il est impossible d'y remédier. Donc voilà, c'est du stoïcisme, pragmatisme cynique. Mais oui, j'ai lu Marc Aurèle, que veux-tu. Enfin, je l'ai pas lu, je l'ai acheté. J'ai retrouvé dans ma tête le regret. J'aurais jamais dû acheter Lettres contre l'avoir de Francis Cousin. Voilà, ça c'est le road perdu. Oui, mais est-ce que tu le savais à ce moment-là? Est-ce que quand tu tenais l'ouvrage dans tes mains... Je pense que je le savais en moi, parce que on va dire, mes ancêtres ont survécu, ça veut dire qu'ils n'étaient pas cons, tu vois. Donc j'avais en moi ce qu'il fallait pour ne pas acheter Francis Cousin, mais je l'ai fait malheureusement. Alors toi, si c'était à refaire, c'était voilà, de pas acheter un livre de Francis Cousin, parce que ça m'a fait perdre au moins 1 an déjà d'âge mental, parce que c'est la glorification du noble sauvage et de la vie, je sais pas laquelle, mais là-bas, enfin. La non-civilisation en tout cas. Ouais, c'est déjà chiant. Hein. C'est déjà... Voilà. Oui, bah, bien sûr. Ah non, mais attends, je pourrais sortir 2-3 répliques si tu veux. Mais on le fera à la taverne, très certainement. Parce que je suis curieux, j'aimerais en savoir plus, mais bon, là, je pense que ça sent un tunnel encore plus long pour expliquer Francis Cousin. Donc, il ne nous reste plus que notre cher Palouf ou notre cher Mathieu. Alors, lequel des deux souhaite intervenir? Palouf est en train de démarrer. Notre ordinateur se met en marche, il boot. C'est ça. Vas-y, c'est à toi. Non, moi, l'idée que j'avais, c'est au lieu de choisir de faire comme langue le japonais, j'aurais probablement dû faire une langue d'un pays européen. Pourquoi? Parce que de un, c'est plus facile à apprendre et ça m'aurait probablement été plus utile aussi pour des perspectives d'expatriation future. Pourquoi Palouf as-tu
Le japonais, c'était un Kiku-Jap à l'époque ou... Parce que tu m'as pas l'air d'être un Kiku-Jap. Non, mais quand j'étais en CM2, je regardais des animés et on me demandait quelle langue je voulais faire et j'ai dit japonais. Mais c'était vraiment le truc très impulsif, très influencé par la télévision. En fait, quand t'es en primaire, t'as pas le recul. Quelque part, mes parents auraient dû choisir pour moi, quoi. Mais... Finalement, Zemmour a raison sur les mangas et les animés. C'est-à-dire qu'il avait critiqué vivement à l'époque où le Club Dorothée passait des animés à la télé, parce qu'il disait que ça avait corrompu une génération en quelque sorte. C'est pas que Zemmour, il y avait aussi l'ex-femme de Hollande qui avait critiqué, comment elle s'appelle Royal, Ségolène Royal. Voilà, Ségolène Royal, qui, avant d'être envoyée au pôle Nord et pôle Sud, elle avait vivement critiqué aussi Il y a eu une grosse critique de toute façon des mangas quand ils sont arrivés en disant que c'était abrutissant, mais à chaque fois, de toute façon, à chaque génération, il y a une critique de ce que les gamins regardent en disant que c'est encore plus bête que la génération d'avant. Sauf que quand tu regardes un épisode de Chapi Chapeau, je suis désolé, c'est hyper malaisant. Hein. Et c'est pas tellement que je regrette d'avoir fait du japonais, mais c'est vrai qu'en rétrospective, je pense que ça aurait été plus utile, je sais pas, de faire du russe par exemple. Finalement, tu as appris les mêmes langues que Jared Taylor, c'est positif. Oui, on peut voir ça comme ça. Il y a quelque chose de mathématique dans le japonais, c'est peut-être ça aussi qui t'a attiré, non? D'accord. Ça t'a laissé, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je sais pas, cherche dans tes dossiers, mon cher Palouf. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ce choix? J'ai senti, de toute façon, on avait compris que c'était compliqué pour toi, mais c'est vrai que comme tu es le plus jeune de nous, et si c'était à refaire sont beaucoup moins légion. Eh bien, il ne nous reste plus que notre ingénieur en chef, notre cher Mathieu. Est-ce que tu es toujours là, Mathieu? Je ne me suis pas endormi, je suis là. Très bien, ça fait plaisir. Eh ben, allez, moi, je vais démarrer. Alors moi, ça va être beaucoup moins profond que mes camarades et moins intime. Donc si c'était à refaire et je ne le referais pas, je vais démarrer par Starship Trooper 2. Et bah, tu sais quoi, en plus, moi je suis 100% pas et j'ose. Et j'ose défendre. Voilà, je lance le pavé dans la mare. J'ose défendre Starship Troopers 2. Non. Attends, c'est toi qui l'as fait? J'ai pas compris. Oui, il a quand même beaucoup de remords. Il était jeune, c'est un film d'étudiant, il avait pas beaucoup de budget, ça se voit. Voilà, un autre film que si c'était à refaire, je n'aurais pas fait, c'est un film de Kurosawa, c'est Vers l'autre rive. Quand j'ai rencontré ma compagne, j'ai voulu un peu l'impressionner et donc je l'ai emmené voir ce film en me disant super, cinéma comédia à Lyon, donc le cinéma d'auteur, d'art et d'essai, un film japonais. En fait, on a passé 2 heures à se regarder dans le blanc des yeux, à pas comprendre ce qu'on regardait, quoi. Moi, j'ai fait un rencard au Comédia où j'ai invité une meuf et on est allé voir Salo ou les 120 journées de Sodome. D'accord. Ça n'a pas dérangé plus que ça. Dans les commentaires, on me dit The Crow 4 à éviter. Je savais même pas qu'il y en avait un 4e. Est-ce que c'est celui avec Édouard Furlong? Parce qu'Édouard Furlong en The Crow, déjà The Crow 2, c'est chaud, très problématique avec Vincent Perez, si je me souviens bien. Mais franchement, il faudrait faire une émission là-dessus de manière plus détaillée, mais je pense sincèrement que tout n'est pas à jeter dans Starship Troopers 2. Quand je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il était mauvais, mais il n'est pas, tu vois, c'est pas... J'ai arrêté de t'écouter, là, en fait, mais... The Crow, j'ai passé quelques soirées à les regarder et elles furent longues. énorme. Excellent. J'en cherchais une depuis tout à l'heure et il l'a trouvé avant moi. Excellent. Bon, j'enchaîne, j'en ai quelques autres. Vas-y. À refaire, je ne le referai pas, La Vente de la Louisiane. Déjà parce que ça nous permettrait d'avoir une légende du jazz qui s'appellerait Kilomètre David. Et ça, j'aurais toujours beaucoup de regrets par rapport à ça. Alors, Kilomètre David, ça fait bizarre hein, quand même comme nom. Il existe vraiment Kilomètre David? Ouais, essaye, traduit. Je veux pas être méchant, parce que Kilomètre David, ça fait vraiment nom d'acteur porno. Hein. Ouais, essaye, traduit. David, mais comment tu veux le traduire, David? C'est quoi, c'est Miles Davis? Oui, c'est Miles David. David, c'est un chanteur? Non, mais je suis le seul à avoir compris la blague, sérieusement. Il y a rien qui va, Mathieu. Non, la blague fonctionne, je suis désolé. Apparemment, c'est un jazzman, donc ok. Non, mais pas Louf, bien sûr que tu ne connais pas. D'accord, Mathieu, mais tu as choisi volontairement des sujets qui sont, on va dire, universels.
Est-ce que c'était par peur d'admettre des failles que tu as au fond de toi et que tu ne voulais pas exposer tes faiblesses? Tu sous-entends que c'est pas moi qui ai fait Starship Trooper 2? Mais d'habitude, je te sentais, parce que sur les comptoirs, on avait quand même remarqué que tu n'étais pas non plus. Je t'ai pas senti cinéphile, je suis surpris en tout cas que tu aies regardé Starship Troopers 2. Il a arrêté d'être cinéphile après Starship Trooper 2, je C'est comme tout, c'est le genre de film, on aime chier dessus en se disant voilà, c'est une suite, elle ne mérite pas. De toute façon, toutes les suites, c'est de la merde. Enfin, quand on voit Aliens, ou quand on voit Gremlins 2, ou quand on voit le deuxième Retour vers le futur, non, il y a du bon. Il y a des suites qui sont bonnes, c'est vrai, je te l'accorde. Terminator 2. Ah, Terminator 2, oui. Et on va enchaîner avec la deuxième rubrique. Alors, on avait pas mal gambergé et on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, on a décidé de faire un petit détour de l'autre côté du miroir, dans cette zone où la vérité est crue et nue et bien loin de celle qui nous est présentée, aseptisée et surtout cachée. Et nous en sommes tous revenus avec ce que l'on va appeler vulgairement une théorie du complot, la plus farfelue et la plus ubuesque qui soit et la plus difficile à croire. Alors moi, je vais vous parler de ma découverte dans mon jeune âge du monde des théories du complot. Alors il se trouve que à l'époque, je jouais à un jeu vidéo et un des partenaires avec qui je jouais était un complotiste sévère. Et généralement, la plupart de ces théories du complot ne me plaisaient pas parce que c'était des théories que je qualifierais de négatives. C'est-à-dire qu'elles donnaient une vision pessimiste du monde, ou des politiciens nous manipuleraient, ou ce genre de choses. Et c'était jamais quelque chose de positif. Et un jour, alors que je me promenais sur Google Earth à l'époque, il me dit « mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, sur Google Earth, si tu vas en haut, les pôles sont floutés. Et en fait, c'est pour cacher les entrées à l'intérieur de la Terre. » Ah et là, j'étais scotché. Là, j'étais scotché et il m'a envoyé, du coup, un ouvrage, une sorte d'ouvrage internet que je ne pourrais jamais retrouver, mais une sorte de site internet complotiste qui racontait cette histoire. Je connaissais pas le roman de Jules Verne. Pour moi, moi, si aujourd'hui je lis Jules Verne, je vais me dire, ah, mais il a plagié la théorie du complot. Non, mais dire le journal de voyage de Jules Verne, peut-être. Voilà, exactement. C'est pas vraiment un roman. Son journal de bord. Cette théorie, pour une fois, cette personne m'a fait rêver. J'ai lu un roman, c'était très bien. Et voilà, c'est la théorie du complot qui m'a fait le plus de bien. Et c'est pour ça que c'est ma théorie du complot préférée. Je sens que Palouf est frémissant. Oui. Alors, vas-y. Moi, j'étais quand même théorie du complot en préparation pour ce soir, qui est que les avions, ils volent sans utiliser d'essence, et qu'en fait, ils utilisent l'air pour contrer la gravité, et donc en fait, ils volent tout seuls, et ils ont besoin d'un peu d'essence au démarrage, mais après, il n'y a plus besoin d'essence. On fait croire aux gens qu'il y a besoin d'essence pour faire voler les avions, pour faire payer plus cher les billets d'avion. Que ça, enfin, un peu plus d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-moi comment ça... Alors, techniquement, il faut que tu m'expliques comment ça marche, un avion qui vole avec juste de l'air. C'est un peu comme c'est comme les ventilateurs Dyson. L'argument derrière, c'est que si tu filmes le réacteur de l'avion, la turbine, tu vas voir que ça va accélérer, et au bout d'un moment, tu vas avoir l'impression que ça va plus accélérer, et que ça va être statique. En fait, ça montre qu'en fait, le réacteur, c'est pas ça qui propulse l'avion, puisqu'il s'arrête. Et en fait, une fois qu'il a démarré, et il y a des réacteurs à l'intérieur qui annulent la gravité de l'avion, ce qui fait que tout seul. Des réacteurs qui annulent la gravité de l'avion. Mais comment? Alors attends, est-ce que je comprends pas? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? En fait, l'intérêt de cette... Alors il y a l'intérêt qui était pour faire payer plus cher les billets d'avion, mais... Moi j'ai trouvé la justification de sa théorie du complot tellement belle que je me suis dit il faut que je parle de celle-là. Tellement fait. On va faire un complot pour vendre les billets d'avion 20% plus cher, quoi. Mais c'est surtout comment on en arrive à cette déduction-là, parce que c'est une illusion d'optique, le fait qu'on a l'impression que... C'est ça, parce que en fait, si t'as pas les connaissances du fait que quand t'as que 24 images par seconde, ce qui se passe, c'est que si ça tourne très vite, t'as l'impression que c'est statique. C'est le mec, il a payé son billet trop cher et il a dû inventer un truc ubuesque pour justifier ça. Genre, il aurait juste pu dire le kérosène est moins cher que ce qu'on nous dit, on nous ment et on m'a vendu le billet 20%. Non, fallait qu'il invente un truc anti-gravité. Moi, j'admire l'imagination de cet homme. C'est assez incroyable. Mais bon, voilà, écoute, l'annulation de la gravité, c'est fascinant, mais ça peut peut-être expliquer les prix des Ryanair. C'est maintenant, l'annulation de la gravité devient de plus en plus accessible. On a vu que les superconducteurs, l'équipe de Chine, ça aussi, on aurait pu le mettre dans une théorie du complot. Je ne sais plus de quelle équipe qui avait prétendu avoir trouvé un supraconducteur à température ambiante. Je crois que la saison 2 est sortie maintenant.
J'ai revu une news là-dessus. On suit le sujet, on va suivre. D'accord, on le suit de très près et on vous tiendra tous informés là-dessus. Attends, tu nous as rien concocté, Ambrose? J'ai cru que tu allais nous parler des oiseaux qui sont les drones du gouvernement qui se rechargent sur les fils électriques, ou le récentisme, ou autre chose. Moi, en fait, j'en ai trouvé j'ai trouvé une théorie du complot qui était partie d'une boutade et finalement les gens l'ont prise au sérieux. En fait, c'est un malentendu. En 2015, il y a un internaute qui avait balancé un post Reddit qui dit parmi les trucs que nous ont raconté nos parents, que l'on pensait complètement normaux avant de réaliser que c'était pas normal du tout. Selon lui, en fait, le mec explique que la Finlande n'existe pas, qu'il s'agit en réalité d'une magouille entre la Russie et le Japon, le transsibérien et la marque Nokia et une réserve de poissons pour pouvoir pêcher sans aucun problème. Ce pays a été inventé en fait pour permettre au Japon de pêcher dans un espace vide sans respecter l'environnement. Il y a même sans respecter les quotas de pêche. Il y a un subreddit qui s'appelle Finland Conspiracy qui regroupe tout un tas de preuves, entre guillemets, qui valideraient la théorie comme quoi la Finlande n'existe pas. Alors, désolé à tous ceux qui sont allés visiter le village du Père Noël, mais c'était dans vos rêves. Moi, j'ai trouvé que cette théorie était complètement folle et je salue le fait qu'elle existe parce que avoir osé penser un truc dans le genre, de dire qu'on a créé un faux pays, à la place, il y a un immense trou avec de la flotte. Non, je la trouve pas mal, franchement, elle est vraiment intéressante. Ça a le mérite de demander à creuser. Non, elle m'a réveillé, ça m'a pris par surprise, je dis mais oui, mais c'est bien sûr. Vraiment, celle-là, fallait l'inventer. J'aime bien quand une théorie du complot vraiment invente quelque chose, sort quelque chose d'original. Non, vraiment, j'aime bien. Elle m'a pris pas surprise, c'était un peu comme un crochet du droit, cette théorie. D'accord. Et moi aussi, en fait, quand j'ai lu ça, j'ai dit attends, pardon, et ça a le mérite d'exister. Mais comme toute idée complètement farfelue, tu vas avoir quand même des gens, on ne sait pas s'ils sont au premier ou deuxième degré, mais qui vont vouloir aller chercher en disant mais attends, mais si, en fait, voilà. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont allés en Finlande, et il y en a encore qui vont y aller, que ça existe de manière concrète. Enfin, je sais pas, sinon, comment est-ce qu'on aurait nos cadeaux le matin du 25 décembre? Ouais, j'allais le dire. Voilà, à un moment, les gars, faut être réaliste. Si la Finlande n'existe pas, il n'y a pas de Père Noël. Et s'il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de cadeau le matin du 25. Donc, gardez un peu les pieds sur terre, les amis. Mais en live, en recherchant, tu verras, il y a le lien avec Nokia en expliquant qu'au lieu d'envoyer des téléphones, ils envoient des poissons au Japon. Eh ben, on a fait le tour des théories du complot. On n'était pas trop mal. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? J'espère que non. Alors, c'est pas méchant, mais... Et pour la Finlande, c'est fou. Enfin... c'est que la Finlande, ça fait quand même des milliers d'années qu'on sait que ça existe. Je sais pas, t'as pas remarqué les espèces de murs de glace qu'il y avait entre la Suède et la Finlande? Voilà. Là, ils disent en fait, Helsinki, c'est... Alors moi, à titre personnel, je n'ai jamais posé les pieds en Finlande. Donc pour l'instant, tant que je n'ai pas mis les pieds en Finlande, pour moi, ce pays n'existe pas. Ça me fait penser à un youtubeur complètement possédé que je suivais. C'est un type qui s'est inscrit anti-vegan, mais à un niveau stratosphérique, c'est-à-dire qu'il est 100% carnivore, mais crudivore, et il s'était fait connaître notamment pour aller sur des manifs véganes et genre manger des têtes de bouc crues et des conneries comme ça pour emmerder les gens. Et il est complètement possédé sur les théories du complot, et une fois sa théorie du complot, c'était qu'en fait il n'y avait pas autant de gens que ça sur Terre. Sa justification, c'est il passe en bagnole en Allemagne, il est dans une ville genre de 100 000 habitants, et il regarde un peu les maisons de loin, il fait non mais regardez là, ça fait 1, 2, 10, 20, il n'y a pas 100 000 personnes là-dedans, c'est pas possible. Là on est dans selon les organes, selon la police, tu vois, on en est à ce niveau-là. Oui, c'est là. Mais moi j'adore ce genre de truc qui te laisse sous-entendre qu'en fait la réalité est pas du tout comme tu l'imagines, et que ça c'est bien, c'est les trucs qui fertilisent ton imagination. Déjà les murs de glace, et au pôle Nord, au pôle Sud plutôt, ça c'est génial aussi. Oui, mais c'est... Tu te demandes ce qu'il y a après le mur. Et ça, arriver à cacher, voilà, ils font quoi? Ils posent des postes de surveillance tous les 2-3 km. Enfin, combien de gens t'es obligé d'employer pour pouvoir faire croire au reste du monde qu'au-delà du mur de glace, c'est autre chose, tatati tatata. C'est génial, ça te donne des rêves toute la nuit pour toutes les années à venir, quand tu t'imagines qu'est-ce qu'il y a par-delà le mur. On va passer à un moment de divertissement avec notre célèbre jeu, celui qui nous amuse à chaque fois qu'on le lance
dans la taverne, c'est ce que l'on appelle le Pictionary, où nous cherchons à essayer de faire deviner soit des mots générés par l'IA, c'est-à-dire qu'on donne à l'IA un mot et puis en fonction de ce qui est créé, on essaye de le deviner, mais celui qui marche quand même beaucoup et qui plaît énormément, c'est celui où on fait un morphing de 2 personnes connues. On doit essayer de deviner à partir desquelles ça a été créé. Donc est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce jeu, les amis? Ah, je suis chaud, taquet. Prêt comme jamais. Alors, pas tous en même temps. Je noterai les points en fonction de celui, j'ai l'impression, qui aura parlé en premier. Attention, c'est parti. C'est très facile, ça. On commence gentiment. Emmanuel Macron. Macron Attal. Alors, il y a Macron, oui, Macron et Attal. Macron et Attal, c'est bien, c'est pour Mathieu. Les 2 points. Qui a dit Macron Moi, j'ai dit Macron, mais j'avais pas Attal. T'avais dit Macron, donc pas l'ouf, ouais. Et ben c'est Mathieu, en tout cas, qui a les 2 points. Hein. Vous êtes toujours là, Batou et Alphonse? Moi, je cherche où sont publiées les photos. Alors, je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas. Non, mais c'est ni dans les Braves. Si, sur le télégramme des Braves. Les Braves vérifiés, les Braves. Non, les Braves tout court. Non, les Braves. La page. Ah, et ben moi, le dernier post que j'ai, c'est la terrasse, je vois pas le. Et ben, la zone commentaire. Dans les commentaires. Ah, comment est-ce qu'on y accède à ça? Faut cliquer sur quel bouton? Cliquez dessus. Oh, mon Dieu, nous avons créé. Ah non, je boomerise, c'est terrible. Mm-hmm. Voir discussion. Ah, je l'ai, super. Ah, c'est bon, les jeunes, vous pouvez continuer. Très bien, merci, ça fait plaisir. Celui-ci est peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça va être sympathique à voir. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Spielberg. Alors, attends, Tom Hanks, non. Tu as dit, Batou, tu as dit Spielberg. Oui, il y a du Spielberg. On dirait un Spielberg, George Lucas. Non, ce n'est pas Spielberg, George Lucas, mais il y a déjà Spielberg. Spielberg, Assen Occident. Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Mais qui a un pif comme ça? Oh, Spielberg Williams. Ouais. Williams, mais Williams qui Williams Serena Williams. Non, il y a John Williams. Non, pas John Williams, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Non, je dis Michael Moore. Robin, non, pas du tout. Ouais, Robin Williams. Un gars de France 3, pas du tout. Spielberg Depardieu. Bah dis donc, je m'attendais pas à... non, mais le deuxième est dur. Dis-nous si on chauffe au moins. Non. Vous chauffez avec Spielberg, mais... Ouais, dis-nous peut-être la nationalité du second. Pas du tout, parce qu'à partir du moment où je vais la dire, ça va être un petit peu trop facile. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a. Ah oui, il y en a un qui a trouvé, c'est bien. C'est Spielberg Gandalf. Spielberg, Peter Jackson, alors. Exactement, voilà. Bravo, Matt. C'est un morphing entre Spielberg et Peter Jackson. Alors, j'en ai un, normalement, vous devriez trouver, mais je pense quand même que j'ai accouché d'un monstre avec ça. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Katniss. Katniss, Clint Eastwood. Exactement. Alors, en fait, Eastwood, j'avais choisi blondin, donc on peut dire rouquin. Voilà, c'est Katniss et Clint Eastwood en version blondin. Bravo. Katniss qui s'est fait corriger par sa femme. Pas tant que ça, non. Non, il y a vraiment il y a même un côté un peu James Dean quelque part, mais James Dean en rouge, la couleur rouge, ça lui va pas du tout. Alors, il y en a un, vous allez aussi trouver rapidement, mais c'est étrangement, ce morphing a créé une 3e personne totalement connue, logiquement connue du grand public. Donc, je vous le balance. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Poutine et Musk. Poutine. Exactement. Ouais. Poutine, Musk. Sauf que, je sais pas, mais moi, je trouve qu'il y a des photos où on dirait franchement François Mitterrand. Là, je suis trop jeune. Je suis trop jeune aussi, Ambrose. Oh là là. J'aurais dit Xi Jinping actuellement, mais pas... Xi Jinping. Oui, c'est Musk, Poutine, exactement. Bravo. Alors, qui a dit quoi que je note quand même? Il a un peu les bajoux de Hollande. Ouais, aussi, ouais. Ça pourrait même presque limite être un morphing entre François Mitterrand et François Hollande. Ça pourrait être le guignol d'info de François Hollande, effectivement. Allez, dédicace à Alphonse. Vous allez trouver de toute façon, logiquement. Vous êtes prêts? Je suis prêt comme jamais. Ouais, prêt comme jamais. Eh bien, on est parti. Meilleur Habib. On envoie un deuxième, je sais pas. Meilleur Habib.
Oui, c'est ça, Oui. exactement. C'est Francis Cousin et Meyer Habib parce que j'ai trouvé qu'ils avaient la même coiffure. Donc, ça fait une espèce de fusion cohérente. Et c'est la fin de cette terrasse. Pour suivre la prochaine en live, rendez-vous sur notre canal Telegram en description ou en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Salut à tous.